Et bonsoir, bienvenue dans ce 27e épisode de la 3e saison de Culture sans Heure. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Culture sans Heure, c'est bien sûr l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple sans Heure. Le RC Lens qui a de nouveau fait un pas important ce week-end en vue d'une qualification européenne en fin de saison. Une victoire tout en abnégation sur le terrain de Rennes qu'on va bien sûr débriefer en première partie d'émission. On verra aussi ce qu'ont fait les autres équipes du Racing et puis on reviendra sur le top 10 des salaires lensois révélés par l'équipe cette semaine. Ce sera dans l'actu. On attend déjà vos réactions dans le chat. À la pause, on va bien sûr jouer avec le quiz de Culture sans Heure. Et puis en deuxième partie d'émission, on s'intéressera à la vie et la carrière en sang et or de notre invité du soir, ancien joueur du RC Lens qui a notamment participé au célèbre Lens Lazio de 1977 et que je vous présente dans un petit instant. Et puis on conclura ce rendez-vous de Culture sans Heure en se projetant sur la prochaine rencontre des Lensois qui arrive très vite en Ligue 1. Ça sera la réception à Bollaert de l'autre Racing, celui de Strasbourg, dès vendredi. Pour m'accompagner, je vous présente le casting de ce 27e épisode. Cheveux, poivre et sel, belle allure et journaliste de talent. Vous avez évidemment reconnu Sam Duhamel de RTL qui est avec nous. Salut Sam. Salut Valentin, de plus en plus sel, mais bon, est-ce qu'on peut On va pas trop le dire. Ce n'est plus qu'une question de 9 matchs avant qu'il ne devienne imberbe. Thomas Fauvergue nous accompagne. Salut Thomas. Vivement. Bonsoir à tous. Si son ramage se rapporte à son plumage, il mettrait alors très vite tout le monde d'accord ce soir. Damien Dervé-Duven sera notre troisième chroniqueur. Salut Damien. Salut Valentin, salut tout le monde. Enfin, ancien défenseur sans or, fin 70, début 80, il a connu la Coupe d'Europe à Bollaert. Il nous racontera ses souvenirs et nous donnera son avis sur l'équipe lensoise d'aujourd'hui qu'il suit toujours de près. C'est Michel Joly qui est notre invité ce soir. Bonsoir Michel. Ouais, bonsoir à tous. C'est un plaisir Michel de vous recevoir dans Culture sans et or. Vous allez être avec nous tout au long de l'émission. Réagissez, vous qui nous regardez dans les différents chats de cette émission. On siffle tout de suite la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture sans Heure sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et puis rendez-vous sur notre site web culturesansheure.com pour y trouver plein d'articles sur le club. Alors peut-être, en l'emportant solidement sur le terrain de Rennes samedi, cette équipe lensoise solidaire et combative comme on l'est va récupérer la deuxième place de Ligue 1. En plus, a relégué son adversaire à 10 points au 6e rang. Les 100 Heures ont vu le leader s'incliner et être de nouveau à portée de pied. Dans cette dernière ligne droite passionnante, le Racing s'offre les plus belles opportunités pour terminer sa saison, même si l'objectif premier reste de décrocher une Coupe d'Europe, le top 5 principalement, avec ce mental de guerrier, cette solidarité, ce don de soi qui englobe le talent naturel des joueurs de cette équipe, orchestré par le génie de la lampe de mineur francaise. Tout cela nous fait dire, match après match, que plus rien ne semble impossible. Alors peut-être, après des années de purgatoire, avons-nous le droit, le devoir peut-être de rêver aujourd'hui. Alors peut-être que le soir du 3 juin, ce rêve deviendra la plus belle des réalités. Messieurs, on va débriefer cette rencontre face au Stade Rennais. C'était samedi soir et je vais démarrer avec un premier tour de table. Première question comme ça pour vous faire réagir sur ce match. En battant Rennes samedi soir, Lens a-t-il assuré sa place dans le top 5 selon vous ? Je vais débuter avec Thomas. Bien sûr que non, mais on se donne le droit de rêver encore plus fort et de se rapprocher de plus en plus. Alors on a le droit de rêver entre deux objectifs. On est à 6 points de la première place et on a 8 points d'avance sur le 5e, donc 10 sur le 6e. Donc forcément, on s'en approche de plus en plus. Et en ayant été hors des 5 premières places que 2 fois dans la saison et les 2 premières journées, là maintenant on se dit que ce serait une énorme déception et frustration de ne pas y être à la fin de l'année. Donc on n'y est pas encore, mais on s'en approche. Michel, je vais vous poser la question. Michel, le Racing Club de Lens a aujourd'hui 10 points d'avance sur le 6e. Donc, à 10 points d'avance pour rester dans le top 5. Est-ce que, selon vous, le RC Lens a fait le plus dur pour terminer dans ce top 5 ? Moi, je pense qu'il a fait le plus dur, mais bon, je pense qu'actuellement, quand une équipe perd 3 matchs seulement et qui a la meilleure défense avec 21 buts, je pense qu'on peut croire quand même qu'ils seront quand même dans le top 5 facilement. Même si au départ le calendrier me paraissait un peu plus difficile que les autres, mais bon, on a été gagné à Rennes, ça est quand même très important. Là on reçoit Strasbourg, bon, qui a peut-être besoin de points. On va à Paris, je pense que c'est possible. On sera pour moi dans le top 5. Eh ben au moins c'est un avis tranché, on aime ça dans Culture sans Heure. Je te passe la parole Samuel, est-ce que pour toi le Racing a assuré quasiment sa place dans le top 5 pour cette saison ? Bien sûr que oui. Non, mais je
Je comprends Thomas. L'idée, c'est qu'effectivement, 60 points, c'est insuffisant. Mais il y a quand même de très fortes chances que Lens prenne quelques points sur les matchs qui viennent. Et sincèrement, je pense que 10 points et demi, parce qu'il y a évidemment cette histoire de différence de but qui est fortement en faveur de Lens si on compare les différences de but lensoises et rennaises. De mon point de vue, et même si en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup regarder les données, effectivement les analyses de données, d'un point de vue purement statistique, il faudrait un plus qu'un miracle pour que Rennes termine devant Lens. Donc, de mon point de vue, la question n'est plus de savoir si Lens sera européen. La question, c'est de savoir quelle compétition européenne désormais Lens va disputer. Ça, j'aime bien aussi. Merci, Sam. Damien, je termine avec toi pour le tour de table. Eh bien, je crois que tout a été presque dit, mais je suis d'avis avec Michel et Sam. Pour moi, Lens est effectivement assuré de cette place européenne. Cette victoire était très importante et oui, je ne vois pas Lens hors du top 5, sachant que même si il nous reste des gros à jouer, hormis le PSG, on va les jouer à la maison. C'est un point quand même qui est très très important. Et puis Rennes, on va dire en fin de saison, il y aura un match très important en avant-dernière journée avec ce Rennes-Monaco qui sera certainement le balancier pour un cas comme dans l'autre. Donc non, je pense que Lens a assuré cette place. On verra. En attendant, c'est vrai que le Racing a fait un grand pas avec cette victoire plus que méritée sur le terrain du Stade Rennais. C'était samedi soir. On va revenir sur ce match et d'abord, cette première mi-temps, un retour de trêve qui est pas toujours facile à gérer. Après, c'est vrai, un Racing Club de Lens qui s'était relancé juste avant cette trêve internationale et on a tout de suite retrouvé Thomas, un Racing Club de Lens tranchant, une première période où les Rennais n'ont pas vu le jour, ont été asphyxiés et ça fait plaisir de voir le Racing comme ça. Carrément, ouais. 3 victoires d'affilée, 3 clean sheets d'affilée. Rien que ça, c'est en termes de stats, on est pas mal. Et cette première mi-temps, elle est exceptionnelle du point de vue de maîtrise, de solidarité et d'efficacité des deux côtés. On a fortement abordé ce sujet sur les émissions où on était dans le dur, l'efficacité des deux côtés, et là on l'a retrouvé, que ce soit Openda en attaque ou on peut parler de Medina en défense pour son retour. Ouais, tout à fait. Et Medina, on va le noter tout à l'heure, on va noter des joueurs et il fera partie des 4 joueurs qu'on va noter. Michel, je vais vous poser la question. Le Racing Club de Lens, voilà, il y a un match face à Rennes qui peut être décisif comme ça à l'extérieur. Est-ce que vous attendiez à voir des Lensois aussi promptes dans cette première mi-temps à dominer les Rennais à ce point-là? Non, je craignais un petit peu parce que chaque fois qu'une équipe comme Marseille faisait un mauvais résultat ou un match nul, Lens n'arrivait jamais à gagner ou se faisait accrocher. Et je crois que là, ce match-là, ce qu'on a vu, c'est une efficacité formidable, je veux dire, derrière, costaud. Quand il sortait le ballon, pratiquement on arrivait dans les 18 mètres adverses et il se créait une occasion. Je pense qu'on aurait même pu tuer le match 2-3 fois sur des coups de tête du défenseur. Fofana aussi qui a une super occasion. Non, c'est tout à fait mérité. Et en plus, c'est un plaisir de voir cette équipe. C'est ça, ça joue. Prendre plaisir. Quand on voit une équipe à Paris, ça joue pas. C'est pas une équipe. À Lens, c'est une équipe dans tous les domaines. Vous faites rentrer un joueur, c'est la même chose, ça y va dans tous les sens. Non, c'est ce qu'il faut, c'est ce style-là que Lens, que les supporters aiment bien. C'est clair que c'est pas un joueur, c'est vraiment un bloc équipe sur Racing Club de Lens. Ça fait longtemps qu'on le dit et ça se voit dans ce genre de match où il faut être solidaire. Le Racing Club de Lens a été solidaire. Et Sam, c'est vrai qu'on le disait, pas mal d'occasions dès le début du match, la tête de Medina notamment. On attendait l'ouverture du score et elle est arrivée avec une magnifique construction. Ça, c'est sûr. T'as parlé de la tête de Medina. J'ai également en mémoire la double tête de Danso, surtout la deuxième, où ça se joue vraiment à pas grand-chose. Donc, il y a également quelques arrêts de Mandanda. Donc, effectivement, ce but était attendu. C'est une action collective vraiment de toute beauté. Enfin, voilà, la remontée de balle, le décalage de Fofana, le centre de Sotoka, la reprise d'Openda. C'est vraiment un petit peu symbolique de ce que réussissent les Lensois depuis quelques journées. Moi, je les sens vraiment à la fois déterminés et libérés, en fait. Ouais. Et là, j'ai vraiment en tête Luis Openda qui me paraît vraiment être débarrassé des soucis de confiance qu'il avait encore il y a quelques matchs.
et c'est simplement beau à voir. Parce que quand on a effectivement une mécanique bien huilée, avec en plus des joueurs en confiance, il y a vraiment peu de choses qui peuvent arrêter cette équipe. Et voilà, Rennes est resté sur une bonne performance au Parc des Princes, et c'est vrai que pour le coup, la victoire me semblait vraiment méritée. Ouais. Damien, Sam parle d'une équipe déterminée, ça s'est vu, hein, que ce soit en attaque ou en défense, et notamment juste après l'ouverture du score, où les Rennais ont tout de suite le ballon pour l'égalisation, détermination défensive, et puis le retour, ce petit brin de chance, hein, aussi, qui nous avait manqué longtemps, sur cette balle détournée de Medina sur la transversale. Ouais, mais bon, la chance, ça se provoque. Medina, dans son tempérament, il y va clairement. Il veut défendre, il ne veut pas se prendre de but. C'est à l'image du joueur, hein, depuis le temps qu'il arrive à Lens. Il a toujours été déterminé, justement, pour reprendre le terme de Sam. Mais effectivement, cette baraka, là où les saisons précédentes, on en parle beaucoup cette année de la baraka. Les années précédentes, ça aurait fait but très certainement. Et là, non, ça sort. C'est ce qui me permet de dire et de redire que de cette manière, il ne peut rien arriver au Racing. Il ne peut être qu'européen, justement. Tu fais bien de rebondir là-dessus, ouais. Du coup, l'ouverture du score, voilà, on n'est pas étonné. Lens mène à la mi-temps, c'est plutôt logique. On s'attend quand même, hein, Thomas, au retour des vestiaires, à avoir un Rennes peut-être un petit peu plus entreprenant, un Rennes qui s'est fait globalement marcher dessus en première mi-temps à domicile, un Rennes qui est un petit peu dos au mur s'il veut encore espérer quelque chose cette saison en Ligue 1. On l'a vu, hein, les Rennais quand même ont montré un autre visage en deuxième mi-temps et ont pas mal monopolisé le ballon. Ouais, je pensais que ça allait être plus en début de deuxième mi-temps, mais j'ai l'impression que ça arrive encore un peu plus tard au gré des changements. Et c'est vrai que, alors on a lâché le ballon, mais tu sens cette sérénité quand même globale de l'équipe, où tu dis, en fait, on va pas prendre de but, et on va peut-être en mettre un deuxième pour être libéré, mais on a encore ce petit frisson, on se garde ce petit frisson sur la fin de match. On mène que 1-0, on peut se faire égaliser, mais j'ai l'impression de vivre des fins de match de plus en plus tranquilles. C'est paradoxal, hein, alors qu'on gagne pas 3-0, mais tu sens, comme vous l'avez dit, c'est sérénité. Ça va être le mot de la fin sur cette question. Vous étiez inquiet, vous, Michel, en ce début de deuxième mi-temps, globalement sur cette deuxième mi-temps, vous étiez un petit peu plus inquiet du réveil rennais, ou vraiment vous avez senti ce lance solidaire à qui il ne pouvait pas arriver grand-chose? Non, je le trouvais très solidaire et très costaud derrière. Moi, ce qui me surprend, c'est surtout cette sortie de balle à chaque fois. Ils ne perdent pas beaucoup le ballon, que ça soit derrière, même Danso qui est quand même derrière très costaud, Medina qui a fait un super match. Non, même derrière, il se passait le ballon, je veux dire, ça prenait pas de risque. Hein. Non, c'est costaud dans tous les domaines. Hein. Je trouve même surprenant quand tu as deux nouveaux joueurs, Thomasson et Fusili, qui vraiment sont dans le coup aussi. Hein. Ces deux garçons qui viennent d'arriver. Ils sont bien adaptés, hein, très vite. Hein. Ils sont bien adaptés, donc c'est pas évident quand même. Ouais. Non, c'est une équipe, il n'y a rien qui peut leur arriver, je pense pas. Et vous qui étiez justement défenseur, hein, au Racing Club de Lens, est-ce que vous avez, quand vous regardez un match du Racing, vous avez plus focus peut-être sur la défense naturellement, ou alors peu importe, et qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette défense en deuxième période? Non, cette défense, depuis le début de saison, elle est costaud, je veux dire. Bon, après, c'est vraiment cette agressivité, hein, dans le bon sens. Hein. Après, vous allez sur les côtés, je prends un garçon comme Sotoka qui est extraordinaire, combativité. C'est encore lui qui est sur le son. Hein, il est sur le côté droit, il joue. D'habitude, il est dans l'axe, vous le mettez partout, il est bon. Ouais. Et ça, il y a 2-3 joueurs comme ça. Un petit degré, un petit peu Fofana qui était un petit peu en dessous, mais bon, quand il prend le ballon, qui crée la supériorité, c'est quelque chose de formidable. Vous avez bien anticipé, hein, parce que j'avais prévu qu'on parle de Sotoka dans un instant. On parlera évidemment, hein, de ce Florian Sotoka, nouveau piston du Racing Club de Lens. Une stat quand même, hein, en parlant des Lensois qui ouvrent le score. Sachez que Lens n'a plus perdu en Ligue 1 en ouvrant le score depuis décembre 2021. Donc ça, c'est quand même une stat assez incroyable. Quand on se souvient quand même que voilà, la défense, ça n'a pas toujours été le fort du Racing, surtout lors de sa première saison, hein, de retour en Ligue 1. Voilà, alors, en fait, finalement, le Racing n'a pas perdu un match en ouvrant le score depuis décembre 2021. Et ça a encore été le cas face à Rennes samedi soir.
Sam, pour finir sur cette deuxième période, avant de parler de Florian Sotoka, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce lance solidaire et est-ce que tu étais inquiet ou vraiment tu t'es dit, bon, les Rennais, on arrive quand même à bien les contenir? Non, sincèrement, moi, j'ai ressenti beaucoup de confiance. Là, le terme sérénité, c'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement. C'est vrai que Michel, il mettait le focus sur la défense, notamment les ressorties de ballon. Et en fait, simplement, si tu compares la défense de Lens, alors évidemment, ce sont des joueurs de très haut niveau et qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis 2 saisons maintenant. Le retour de Medina, qui avait encore ce surplus de motivation, et que tu compares en fait simplement avec ce qui se passe dans l'équipe de Bruno Genesio en termes de défense, où tu vois depuis le début de saison qu'il expérimente à 2, à 3 avec des joueurs différents. Christopher Wu qui revenait, qui était un peu blessé. Il y a quand même, enfin, le côté en fait plus de certitude dans un camp ou dans l'autre. Et ça, effectivement, tu vois, si tu regardes dans toutes les lignes, t'as 2-3 joueurs, en fait, tu te dis, ce sont vraiment des joueurs qui sont désormais installés et dans cette équipe et j'ai envie de dire dans le très haut niveau, en fait. Et c'est pour ça que le côté, alors évidemment, t'es jamais à l'abri. D'ailleurs, il y a cette action pour Rennes là en fin de match. Où, bon, il y a but et puis il y a hors-jeu, mais enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même des certitudes dans cette équipe. Et il y a des certitudes, y compris quand tu joues contre une équipe qui a un standing européen, qui était européenne en début de saison, chez elle. Donc, tout ça, c'est vrai que ça apporte... Et si tu veux, dernier élément, c'est que si nous, on le ressent, en tant qu'observateur, je pense que évidemment sur le terrain ça se ressent encore plus. Donc je pense là on arrive quelque chose que je ressens souvent. Maintenant ça fait que 2 ans, mais là je sens comme une énergie qui est en train de se créer tranquillement autour de la fin de saison du Racing, et c'est vrai que c'est très stimulant. Ouais, c'est stimulant et je pense que comme tu dis, hein, les joueurs aussi sur le terrain doivent le ressentir et ont cette capacité à se donner les uns pour les autres, et c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose qu'on ressent de plus en plus dans cette équipe du Racing Club de Lens au fil de la saison, même si c'était déjà le cas en début de saison. On parlait de Florian Sotoka, Damien, qui a été aligné de nouveau en tant que piston. Alors c'est assez étonnant hein, de parler de Florian Sotoka en tant que piston, quoique vu qu'il est à petit peu près capable de jouer à tous les postes et on s'en est rendu compte au fil de la saison, on est peut-être un petit peu moins surpris. En tout cas, on est peut-être un petit peu plus impressionné du fait qu'il s'en sort très bien à ce poste-là. Est-ce que c'est ton cas également par rapport au match de samedi soir? Mais c'est un véritable couteau suisse, Florian Sotoka. Enfin, il ne cesse de nous étonner sur les postes auxquels il pourra jouer. Peut-être que l'année prochaine, on se dira, tiens, Brice Samba s'en va, on va mettre Florian Sotoka au but. Enfin, je sais pas, mais c'est extraordinaire. Enfin, c'est à se demander quel type de joueur on pourra retrouver pour le remplacer, parce que franchement, il a joué 9, il a joué 9,5, il a joué ailier, il a joué 8. Enfin, partout où il passe, il arrive quand même à hausser son niveau de jeu, à être quand même au rendez-vous. Enfin, on peut les lister sur les doigts d'une main, les matchs où Florian Sotoka est passé à côté. Et là, en tant que piston, on voit que sa qualité de centre est présente. Encore une fois, c'est tête et but d'Openda, comme à 3, hein, c'est ni plus ni moins le même centre. Mais effectivement, là où Francaise a une certitude, justement, ça me parlait de certitude, c'est qu'avec Florent Sotoka, on a la certitude qu'il ne lâchera rien. Et que peu importe le moment du match, s'il faut faire un retour défensif pour permettre de ne pas se prendre un but, il sera là, il est dans le même tempérament, il est déterminé comme peut l'être Facundo Medina. Enfin, Florian Sotoka, c'est l'homme de Francaise, c'est l'homme de base, c'est le bon soldat. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser, je pense. Il a été très décrié, mais force est de constater que c'est un joueur magnifique et qu'on peut être très heureux de l'avoir avec nous. Michel, vous avez été... Je me permets de rebondir, Valentin, par rapport à Sotoka, si tu veux. Lors de la conférence de presse d'après victoire contre Angers, il y avait une question qui avait été posée à Francaise sur Sotoka dans ce rôle de piston. Et ça m'avait marqué parce qu'il avait dit 2 choses. Il avait dit, Florian Sotoka ne travaille jamais à ce poste-là. Enfin, il ne s'entraîne jamais au poste de piston droit, quelque part. Et 2, ce qui s'est passé, en fait, contre Angers, je sais pas si vous vous souvenez, Lens avait commencé à 4, ils sont repassés à 3, donc c'est pour ça que Sotoka s'est retrouvé à droite. Franck S disait, ça n'a pas, si tu veux, vocation à se reproduire. En fait, il avait fermé la parenthèse. Alors, je ne sais pas s'il y avait, entre guillemets... Qu'est-ce qui s'est passé pendant la trêve?
Voilà, ce qui s'est passé pendant la trêve, s'il y a eu des discussions, ou si simplement, en fait, c'était pour créer une sorte de flou dans la tête des futurs adversaires. Mais c'est vrai que c'est une carte supplémentaire. Et quand on parlait je parlais de tout à l'heure, c'est un terme un peu fort, mais quoique, de génie de Francaise, c'est aussi cette capacité de nous surprendre. Même après 3 saisons à la tête de l'équipe pro, alors on connaissait ce système avec 3 défenseurs De se réinventer un petit peu. Voilà, de se réinventer. Il est repassé à un système à 4. Maintenant c'est Sotoka piston droit, il repasse avec Frankowski à gauche. C'est ça, et puis à chaque fois tu te dis ça marche plutôt pas mal son histoire. Ouais. Donc pour s'adapter quand t'es adversaire, en fait, je vais même alors je sais pas si vous vous souvenez après je vous laisse la parole les mecs, mais je me souviens que Sotoka, il s'était entraîné lors de l'échauffement du match face au LOSC pour ceux qui étaient au stade. Alors je sais plus qui jouait piston gauche, mais c'est vrai en fait quand les joueurs s'échauffent, et souvent, par exemple, Danso, il va s'échauffer avec Grady et Medina. Ils vont s'échauffer suivant les postes auxquels ils jouent. Et je me souviens que Sotoka s'était entraîné avec le piston gauche. Je sais plus si c'était quel joueur jouait à gauche à ce moment-là, mais peut-être Frankowski. Enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que il y avait peut-être déjà une volonté de semer le trouble, et au final, en fait, c'est plus qu'un trouble. C'est une réussite. Alors je sais pas si c'est une reconversion à long terme, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de milieux offensifs à Lens désormais. Mais ça marche, quoi. Ça marche. Ouais, ça marche, je suis d'accord. Il me semble que c'était Massadio Aïdara, parce qu'il avait joué à 4. Donc il me semble que c'était Aïdara à gauche. Ouais. Michel, pour finir sur Sotoka, vous qui avez été joueur de football, comment vous arrivez à expliquer qu'un joueur qui est plutôt offensif, pour lequel c'est pas son poste natif, arrive à s'exprimer pleinement dans un poste qui n'est pas le sien, et par rapport à ce que vient de dire Samuel, comment vous expliquez ça? Est-ce que l'intelligence, est-ce que l'envie suffit, ou il y a quelque chose d'autre? Non, je pense déjà, il y a l'envie. Je pense quand je le voyais sur le terrain, c'est un garçon qui est toujours en mouvement, qui défend. Et quand piston sur le côté, comme il a joué là, il vient défendre, il est partout. Vous le faites jouer à gauche, vous le faites jouer dans l'axe, et il a tout le même comportement. C'est-à-dire que c'est un gars qui se bat sur un terrain, qui est un gagneur, qui gagne les duels. Je pense que c'est une grosse qualité. De toute façon, c'est un garçon qui a fait des gros progrès depuis 2 ans. Oui, et puis on le voit au fur et à mesure des saisons, comme vous le dites, Michel, à plusieurs postes d'ailleurs. Il a été essayé pas mal. Au début, il était plutôt devant, ensuite il a été plutôt ailier, il a reculé un petit peu dans le milieu de terrain. On a l'impression que partout où il se met, il arrive à performer, et c'est vrai que c'est assez incroyable de voir ça de la part d'un joueur comme Florian Sotoka, qui est devenu professionnel assez tard en plus, dans sa carrière. Pour finir sur le débrief, avant de noter des joueurs, je vais donner la parole à Thomas sur quand même Loïs Openda, qui a marqué son 5e but en 3 matchs. Loïs Openda, sur sa lancée, il disait sur l'antenne d'RTL, il me semble, Sam, je me sens comme à la maison. 6e but, me semble-t-il. 6e but. 3 plus 2 plus 1, non? Ouais, c'est ça, 6, ouais, je sais plus compter. En tout cas, il disait sur RTL, je me sens comme à la maison au Racing Club de Lens. Thomas, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce retour en grâce après un moment un petit peu de disette de Loïs Openda? Est-ce que tu le crois capable d'aller battre le record de Roger Bolli? Il a 15 buts, Loïs. Ah non, on touche pas à Roger. Qu'est-ce que tu penses globalement de Loïs? Ouais, ça, il revient en forme au meilleur moment pour nous. On espère que ça va durer jusqu'à la fin de saison, et je pense que si ce n'est pas le cas, un autre joueur prendra le relais. Mais là, il a passé la barre des 15 buts cette saison. Dans sa tête, il doit vouloir les 20, et il va tout faire pour y aller. Et avec un centreur comme Sotoka à droite, ou Frankowski ou Machado de l'autre côté, on va pouvoir y aller, parce que en plus de la passe, il y a le déplacement qui est quand même magnifique juste avant la tête, où tu as l'impression qu'il va repiquer au premier, et il repart dans le dos du défenseur. Et là, on peut pas parler d'autre chose que de confiance. Aller au maximum, et on va en profiter jusqu'au bout. Ouais, on espère, en tout cas. Et c'est vrai qu'on n'imaginait pas trop Loïs Openda finalement marquer pas mal de buts de la tête, et c'est vrai qu'il s'exprime aussi de ce côté-là, et c'est une palette de plus pour l'attaquant du Racing Club de Lens. On va noter des joueurs pour débriefer ce match, et pour terminer le débrief de ce match. Comment ne pas noter Facundo Medina, que je vais donner à Damien d'Hervé-Duven? C'est une magnifique fleur que tu me fais là, Valentin. Merci beaucoup. Non, alors là, j'ai envie de lui mettre un 10 sur 10 à Facundo. Ah oui, non, mais il a été monstrueux. Michel tout à l'heure parlait justement de la transition de balle. Toutes les balles qu'il a su remettre en jeu, et
tout s'est superbement bien passé. Défensivement, il a été énorme. Il a fait, alors il a contré une frappe qui vaut un but. Enfin, excusez-moi, mais là, Facundo Medina a carrément fait un match absolument Pour son retour en plus, XXL. hein, puisque Et en plus pour son retour, enfin, non, moi je mets 10 à Facundo, puis bon, j'affectionne particulièrement le joueur, donc est-ce que je suis objectif? Je ne sais pas. 10 sur 10, bah pourquoi pas après tout pour Facundo Medina. Michel, est-ce que ça vous dit de noter Seko Fofana? Je pense que son match, c'est peut-être le joueur qu'on a moins vu, même si de temps en temps, il a créé la supériorité, mais je mettrais un 7 quand Un même. 7? Ouais, c'est pas mal, hein, un 7 quand même Ouais. pour Seko. On l'a moins vu, je pense. On l'a moins vu, mais en général, quand on le voit moins, ça veut dire que toute l'équipe aussi est à son avantage. Et ça, c'est pas trop mal non plus. Je vais donner à Thomas Fauvergue, Przemysław Frankowski, qu'on a vu à gauche et qu'on a vu pas mal, notamment dans les duels défensifs. Ouais, il a sécurisé le côté gauche face aux adversaires rennais. Et il n'a pas été trop mis en danger. Offensivement, j'aurais aimé le voir un peu plus, mais tant qu'on prend pas de but et qu'on a mis un de plus que Rennes, c'est suffisant, donc 7. 7 pour Przemysław Frankowski. Et puis, on en a un petit peu parlé avec Thomas Fauvergue, mais je vais donner quand même Luis Openda, Sam. Alors moi, je vais vous dire, par rapport au match, je vais mettre 8. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est entre guillemets, c'est le non-verbal. Enfin, en tout cas, c'est l'attitude. Il s'est passé un truc avec Luis Openda. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus du tout le même joueur que celui qu'on voyait avant son triplé contre Clermont. J'avais eu la chance de le rencontrer juste avant son triplé contre Clermont. Il dégageait beaucoup d'énergie, même beaucoup de sourire, de confiance, etc. Et j'ai vraiment l'impression que ce qui s'est passé contre Clermont, ça l'a libéré d'un poids. Et en fait, même la manière dont il harangue la foule, la manière dont il va au contact avec son compatriote Théat, la manière dont il court. En fait, on sent que désormais dans sa tête, pardon, je vais être un peu trivial, mais c'est désolé les mecs, je vais vous défoncer. Et moi, je le ressens vraiment de manière très forte, quoi. C'est un joueur qui est en pleine confiance, qui a envie de croquer dans le ballon, qui a envie de croquer dans l'adversaire. Alors, des ballons, il n'en touche pas 100 000. Mais en fait, on sent que désormais, il y a, je sais pas comment expliquer ça, mais il joue avec une force nouvelle. Et j'ai l'impression que ça peut le pousser. Alors, on parlait des 20 buts de Roger Boli. Moi, je pense qu'il va aller les chercher. Parce que je pense que désormais, en fait, il y a, pour dire les choses telles que je les vois, il y a très peu de défenseurs qui sont capables de l'arrêter, en fait. Il reste 9 matchs. Ouais, il va aller chercher. Ouais. Je pense qu'il peut dépasser le record de Roger Boli. Alors, je dis pas de beaucoup, mais je pense que c'est tout à fait envisageable. En tout cas, s'il continue sur cette lancée-là, il n'y a pas de risque, oui, qu'il ne le batte pas, hein, ça c'est sûr. Merci Sam. Pour conclure, avant de l'actu du Racing, pour conclure le débrief de ce match, est-ce que l'un d'entre vous veut donner un carton rouge ou un carton vert vis-à-vis de ce match qu'il se dénonce? Allez-y. Personne? Non, mais on va pas être original, carton vert au parquage, encore une fois. Évidemment, quand même. Ah ouais. Quelle ambiance. Quelle ambiance, mais on peut le faire à chaque déplacement, à chaque match à domicile pratiquement, mais on va être encore en guichet fermé samedi, parquage plein, les tribunes à côté pleines, pas pleines de Lensois, tu vois du rouge partout, du rouge et du jaune, parce que du rouge et du noir, il y en a de l'autre côté, mais bravo à eux. Bah oui, et puis on a vu cette image à la fin du match, Francaise qui est interviewé par Canal+ et qui se fait ovationner par le parquage. C'est vrai que c'est beau, hein, quand même, c'est beau de voir ce genre d'image. Il faut pas non plus trop s'y habituer. Enfin, je veux dire, il faut savoir le dire à chaque fois parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Personne d'autre, on peut passer à l'actu. Eh ben, on va passer à l'actu avant de parler rapidement des salaires du Racing Club de Lens, en tout cas du top 10 qui est sorti dans le journal L'équipe la semaine dernière. Deux infos concernant les autres équipes du Racing Club de Lens et la nouvelle défaite des féminines notamment à domicile. C'était face à Metz ce week-end, défaite 2-0. Une dynamique qui devient assez inquiétante quand même pour les filles de Sarah Mbarek qui gardent malgré tout 5 points d'avance sur le premier relégable qui est Brest, et Brest qui s'est incliné face à Nantes, qui a raté un pénalty à la dernière minute d'ailleurs, qui reste donc toujours à 5 points des Lensoises, mais bon, on commence quand même à s'inquiéter, ça a du mal à redémarrer pour les filles.
On se souvient qu'il y a 6 descentes cette saison et que ça peut aller très vite du côté des féminines. La N3, elle n'a fait qu'une bouchée de l'Athletic Club Amiens. Victoire 5 buts à 1, c'était à domicile. Rémi Labolasquer a notamment mis un doublé. Chichouba, le nouveau U18 international, a marqué son petit but également, le Belge. Lens qui reste 3e du côté de la N3, 5 points le sépare du premier Fény-Aulnois. Et puis donc, on en parlait, le journal L'Équipe a sorti la semaine dernière le top 10 des salaires de chaque équipe de Ligue 1 et notamment donc du Racing Club de Lens. Et on a peut-être été surpris, pourquoi pas. En tout cas, le Racing Club de Lens a la 11e moyenne du championnat, avec un salaire moyen de 57 200 euros. Seko Fofana reste le premier joueur le mieux payé, avec un fixe, en tout cas sans les primes, de 190 000 euros. Quel regard ça vous donne un petit peu vis-à-vis de la performance du Racing Club de Lens, Michel, de voir que finalement, alors même si ça reste des salaires de footballeurs, encore une fois, mais de voir que finalement, c'est pas le Racing Club de Lens qui a les meilleurs salaires et qui pourtant performe en Ligue 1. Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu surprenant quand on voit les salaires de Paris. C'est surtout là. Je pense que là, c'est pour moi, un peu démesuré, mais bon, c'est le football actuellement. C'est vu l'époque où moi je jouais. C'est tout à fait différent. Moi, j'ai discuté avec Mathieu hier. J'ai essayé de regarder pour voir mes salaires, mais j'ai pas trouvé. C'était pour mieux pas en parler, je crois que c'est notre époque, Michel. Notre époque, c'est trop plein d'essence, et puis voilà. C'est ce qu'il y a 3 ans, quand ma mère était encore en vie, je lui ai dit à ma mère, je crois que tu m'as fait un peu trop tard. Je lui ai dit, vu les salaires, non, je pense que c'est pas les salaires. Je pense qu'actuellement, à Lens, il y a un esprit qui est extraordinaire. Bon, ce qui me surprend, c'est qu'on puisse donner un petit peu tous les salaires devant tout le monde, à tous les joueurs. Je pense que ça peut créer quand même quelques problèmes. Je pense qu'à Paris, ça doit créer quelques problèmes. Ouais, ou peut-être dans d'autres clubs aussi, on ne sait pas. Après, c'est vrai que c'est une façon étonnante de faire, en tout cas. L'équipe le fait tous les ans. Sam, toi qui es journaliste, qu'est-ce que tu penses de cette façon de faire? Est-ce que c'est bien et que penses-tu plus globalement de ce qui est sorti dans l'équipe concernant le Racing? Écoute, je sais pas si c'est bien. Je sais que, il y a des pays nordiques, par exemple. Si tu as envie de regarder le salaire de ton voisin, tu vas sur Internet et tu peux regarder. Donc, c'est peut-être qu'il y a une question de tabou en France par rapport au salaire. J'en sais rien. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, ils le font depuis un certain nombre d'années. Moi, si tu veux, le regard que j'ai par rapport à ça, on parlait de performance du Racing Club de Lens sur le terrain. C'est une leçon qui est donnée aux autres clubs en matière de gestion. C'est une leçon. C'est-à-dire que c'est effectivement un salaire moyen brut de effectivement 57 000 euros, un peu plus. Moi, je mets 30 secondes dans la peau du supporter de Rennes qui, avant d'aller au match, regarde le salaire d'Arnaud Kalimundo. Alors peut-être qu'il mérite ces 250 000 euros bruts, j'en sais rien. Mais après, qui va comparer avec le salaire de Loïs Openda, et je me dis, il y a quelque chose qui m'échappe. Mais en fait, il y a simplement, je pense, une vraie volonté de cohérence de la part de la direction du club dans la manière dont les salaires sont agencés. Je pense que mon ressenti, c'est que c'est vraiment réfléchi, travaillé. Si un joueur mérite autant, on va pas lui donner plus. Et puis, en fait, quelque part, il y a aussi un côté un peu méritocratique. Je sais pas si le terme est fort, mais entre guillemets, si tu veux obtenir plus, c'est vraiment sur le terrain que ça se passe, mon gars. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y aura des prolongations de contrat, on l'a vu là il y a peu de temps. Peut-être qu'il y aura également la possibilité de changer de club et d'aller dans un top club pour d'autres joueurs. Mais il y a vraiment une forme de rationalité qui est poussée, alors, pas à l'extrême, mais qui est instituée dans ce club. Et c'est, je pense, l'une des raisons qui explique pourquoi les joueurs sont morts de faim, en fait. Ouais, effectivement, ce que disait Michel sur les salaires parisiens, bon, je vais pas citer ce que j'ai pu voir, mais en fait, c'est très facile de s'endormir. C'est très facile de s'endormir quand de toute façon tu joues aux 90 minutes ou 10 minutes, t'as des émoluments qui sont largement supérieurs à ce que tu peux voir dans d'autres clubs. Le million qui tombe, quoi, on peut le dire. Ouais. Ouais. Donc à un moment donné, en fait, c'est simplement en fait comment tu fais toujours ça. Comment tu fais pour maximiser dans une ambiance qui reste conviviale et bon enfant. Et pour moi, c'est une leçon. En fait, voilà, c'est regardez les chers amis dirigeants, voilà ce qui marche. Et ça s'appelle le Racing Club de Lens. On est d'accord, Sam. Je suis tout à fait
Du même avis que toi, on pouvait s'étonner quand même de ne pas voir un Kevin Danso, par exemple, dans ce top 10, hein, lui qui performe en défense du Racing. Et puis, certains sont étonnés aussi de voir Adam Buxa, deuxième salaire du Racing Club de Lens. Alors, Adam Buxa, il n'a pas eu de chance, hein, il a été blessé. Mais c'est vrai que ça reste malgré tout un attaquant international. Un attaquant, déjà, ça coûte plus cher. Un international, ça coûte encore plus cher. Et puis, on a Jean Connery qui nous dit dans le chat, ça montre aussi qu'on attend pas mal de lui, hein, d'Adam Buxa. En tout cas, qu'on attendait beaucoup de lui avant qu'il se blesse et que ça pourrait être aussi peut-être un second souffle pour lui s'il peut revenir avant la fin de la saison du Racing Club de Lens. Voilà pour ce qui est des salaires, des top 10 du Racing Club de Lens. On va siffler à la mi-temps, messieurs. On va jouer tout de suite, avant de parler de Michel Joly en deuxième partie de l'émission, on va jouer le quiz de culture sang et or. Michel, je vais vous demander de choisir votre coéquipier. Tiens, c'est un quiz qui se joue en deux équipes de deux. Allez, choisissez entre Thomas, Samuel ou Damien. Ouais, Thomas. Allez, Thomas et Michel vont affronter Samuel et Damien. C'est un questionnaire de rapidité et ça va nous permettre un petit peu de se rapprocher du match face à Strasbourg qui aura lieu vendredi et qu'on projettera en deuxième partie d'émission. Je vous donne le thème du quiz. La dernière victoire lensoise contre Strasbourg au Stade Bollaert en Ligue 1, c'était le 4 février 2006. Ça remonte quand même. Première question vis-à-vis de ce Lens Strasbourg. Est-ce que vous vous souvenez du score de ce match? Damien. 2-1, non, pour Lens? 2-1 pour Lens, exactement. Ça fait 1 point pour Damien et Sam. 2-1 pour le Racing Club de Lens. Deuxième question. Quel joueur strasbourgeois, buteur lors de ce match, fait toujours partie du club aujourd'hui? Thomas. Liénard? Non. Damien. Kevin Gamero? Ben oui, Kevin Gamero, tout à fait. Kevin Gamero, il était tout jeune à l'époque au Racing Club de Strasbourg, mais il avait marqué au Stade Bollaert et il est retourné dans son club formateur il y a une saison de ça, Kevin Gamero. Troisième question. Lens était mené au score dans ce match. Lens était en difficulté après un début de mois de janvier compliqué. Finalement, Lens arrache la victoire grâce à un joli but d'un jeune joueur sorti du banc. Qui était ce jeune joueur? Damien. Saïd Kitter. Oh là 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 là. Saïd Kitter, mais oui, Damien, d'Hervé Duven, il était fait pour toi ce quiz. Carrément, là, j'étais au stade, c'est vraiment un souvenir qui reste impérissable. Et puis un magnifique but en plus de Saïd Kitter, qui c'est vrai, jouait très peu, mais dans ce moment un petit peu difficile du Racing, Francis Gillot avait décidé de le faire rentrer. Et il avait marqué un magnifique but. Et bien c'est déjà gagné pour la team Damien, Samuel, malheureusement Michel et Thomas. Victoire sans équivoque de Damien et Samuel sur ce quiz. Je vous pose quand même rapidement les deux dernières questions. À votre avis, à quelle place a fini le Racing Club de Lens cette saison-là? Sam 4e? Ouais, tout à fait, 4e. Et vous avez combien de points? 60 points. C'est le nombre de points du Racing aujourd'hui. Donc ça veut dire beaucoup aussi, quand même. À l'époque, tu finissais avec 60 points, tu étais 4e. Et Strasbourg était descendu d'ailleurs cette saison-là en Ligue 2. Et puis dernière question, combien de matchs sans défaite Lens a enchaîné cette saison? Personne ne sait. C'était 18 matchs sans défaite. Toute la première partie de saison, hormis le premier match où il s'était incliné à Nantes, sinon aucune défaite pour le Racing Club de Lens. C'était un petit peu moins bien passé en deuxième partie de saison. Mais quand même, 18 matchs, c'était pas mal. Victoire de Damien et Sam pour ce quiz Culture Sang et Or. On va passer à la deuxième mi-temps, messieurs. Et on va s'intéresser évidemment à notre invité qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. C'est Michel Joly. Michel Joly, ancien défenseur du Racing Club de Lens de 77 à 1982. Alors, ça ne nous rajeunit pas. Moi, j'étais pas né à cette époque-là. J'ai pas beaucoup connu le Racing à cette époque-là, mais Michel Joly, vous avez quand même passé 212 matchs sous le maillot Sang et Or. Ouais. Et pour un défenseur, vous avez inscrit 19 buts. C'est quand même assez remarquable pour le dire. Et puis, vous avez participé notamment à ce fameux Racing Club de Lens Lazio de Rome, Coupe UEFA, dont on va évoquer ce match dans quelques minutes avec vous. Mais d'abord, je voulais bien commencer, Michel, à l'interview avec vous en vous demandant comment, tout simplement, vous allez aujourd'hui, Michel.
Moi, je vais bien, là, je suis en retraite. Je suis en retraite. J'ai travaillé mon dernier commerce il y a 5 ans, donc j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 68 ans. Et Ouais. bon, ça va, tout va bien. Bon, j'ai fait une petite prothèse au genou gauche. J'ai une rupture du tendon à l'épaule, mais éventuellement ça va. Non, non, tout se passe bien. C'est des restes de footballeurs Ouais, je pense. Ouais. Le reste, et puis du commerce, hein, quand vous piétinez, ouais, je pense que c'est ça. Non, je vais marcher régulièrement, je vais même trottiner si, quand je peux. Non, non, tout se passe bien. J'ai donné peut-être de temps en temps un petit coup de main à mon fils qui a une brasserie. Non, ça se passe bien. Vous êtes de retour dans la région, hein, vous êtes dans le 62, hein, Michel. Oui, oui, c'est Ouais. ça. Vous êtes natif des Vosges, il me semble. Ouais, je suis né dans les Vosges. Ouais, Ouais, et vous débutez votre carrière à Nancy, c'est ça? ouais, à cette époque-là, c'était le FC Nancy. Ouais. Ouais. Et Comment vous êtes arrivé dans le football, Michel? moi, je jouais dans un petit club à côté de Nancy qui s'appelait Malzéville. Après, je suis parti au FC Nancy. Et c'est là que j'ai monté de catégorie. À cette époque-là, c'est le FC Nancy. Leur équipe première jouait en division d'honneur. D'accord. J'étais cadet deuxième année, j'ai fait quelques matchs en division d'honneur. Et c'est là que j'ai été recruté pour aller jouer en équipe de France junior. D'accord. Et quand je suis parti de Nancy à Valenciennes, s'est formé le club Nancy-Lorraine. Avec Nancy-Lorraine qu'on connaît aujourd'hui, ouais. Avec Ouais, le président qui était le père Platini. Bon, c'était Aldo Platini, ouais. Ouais, tout à fait. Et allez-y. à cette époque-là, bon, c'est mon père. Moi, j'étais parti en équipe de France junior. C'est mon père qui m'a fait signer à Valenciennes. D'accord. Il vous a pas laissé le choix. Non, voilà, le choix pour lui, certains clubs comme Strasbourg, Metz, Nancy me voulaient. Et Valenciennes aussi, nous, il est venu cette personne, je ne me rappelle plus du nom du recruteur, elle est venue à la maison, m'a fait signer mon père. C'était le seul club qui ne donnait pas d'argent. Mon père, il dit, je ne vends pas mon fils. Voilà, c'était à cette époque-là. Mais bon, de l'argent, c'était... C'est une autre époque quand même, quand vous nous dites ça, Michel, par rapport à aujourd'hui. Hein. Payer le permis de conduire, voilà, c'est tout. Vous faisiez 1m73, c'était pas très grand pour un défenseur central. Non, 1m76. Ça n'a pas été un handicap pour vous? Oh non, parce que je décollais bien au niveau de la tête. Hein. J'ai marqué pas mal de buts de la tête. Ouais. Et quand il y avait quelqu'un à prendre au marquage qui était bon joueur de tête, souvent c'est moi qui le prenais. Vous avez fait des grands écarts hein, dans votre carrière de footballeur, puisque vous l'avez dit, vous avez joué à Valenciennes. Vous êtes descendu à Avignon, vous êtes remonté à Lens, et puis vous êtes redescendu à Nice. Oui. À Valenciennes, je fait une bonne partie de Valenciennes, et bon, toujours pareil, j'étais capitaine partout où je suis passé, j'étais capitaine. Mon meneur, discuter avec les dirigeants. Mon problème avec le président de Valenciennes, monsieur Pouille, à cette époque-là. Bon, on a eu quelques mots, et je ne vais pas tout dire. C'est pour ça que je suis parti à Avignon. D'accord. Mais Okay. Avignon, ça n'a pas été une réussite. Hein. C'était catastrophique. Et donc, du coup, vous êtes arrivé au Racing Club de Lens. Vous arrivez en 1977, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, j'avais joué un match championnat Avignon-Lens, dont je suis expulsé. Je fais un tacle à Joachim Mar, je suis expulsé. Et l'année d'après, je viens au Racing Club de Lens. Vous avez tapé dans l'œil des dirigeants en faisant ce tacle. 1977, ça parle aux supporters du Racing Club de Lens. Hein. C'est une année mythique pour le club, notamment en Coupe d'Europe. Vous arrivez à la saison du fameux Lens-Lazio, 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Alors, tout le monde a au moins revu les images de ce match. Tout le monde connaît le scénario de ce match. Moi, j'ai envie que vous nous racontiez, vous, votre vision, votre scénario de ce Lens-Lazio. Comment vous l'avez vécu? C'est un match où on avait perdu 2-0 à l'aller. Donc, je pense que déjà, nous, on jouait avec un Daniel Leclerc qui jouait au poste de libéraux. Donc, c'était avec deux latéraux, on participe beaucoup. Et Sovaskevski, il fallait à tout prix. Et je pense qu'à la fin du match, on est à 2-0. Donc, il fallait tout prix gagner. Donc, il y a prolongation. Mais pendant la période du match, moi, j'ai une petite anecdote. Le libéraux qui était Wilson me tacle sur le côté. Donc, il me fait une béquille sur le côté droit. Je peux pratiquement plus marcher et pas une d'éclairage. Là-dessus, dans le vestiaire, je vais voir le kiné, monsieur, je ne me rappelle plus son nom,
Il me dit, j'ai rien pour... j'ai fait moi une infiltration, donc il va voir le docteur, on n'avait jamais fait ça. Donc il vient, il va trouver un produit qui est là dans l'armoire, une petite croix avec un stylo, il m'infiltre, ce qui m'a permis de jouer, de finir le match. Ouais, vous avez joué tout le match, hein, vous avez joué J'ai fait tout le match, ouais. Ouais, Et c'est même moi sur la prolongation, sur le troisième but, c'est moi qui centre sur Bouzira, qui fait le contrôle et qui marche. Après, il y a eu la rentrée de Djebali, un jeune joueur qui allait très vite et qui marque 2 buts. Donc c'était la fête. Elle était comment l'atmosphère sur le terrain là? Comment vous étiez dans un état second en ce moment-là? Ah ouais, de toute façon, on était euphorique. Moi, je me rappelle, quand on va tout le public, sur le côté, je crois que, moi, j'avais pas une grosse frappe, et je crois que le premier ballon, 2 minutes de jeu, il lui frappait des 35 mètres. Elle est passée au-dessus, mais c'était tellement qu'on avait envie, tout le monde avait envie, hein. Qu'est-ce qu'il vous avait dit l'entraîneur à cette époque-là pour vous motiver à ce point-là, alors que vous étiez incliné 2-0 à l'aller face à la Lazio? C'était quoi le message, je veux dire, à la fin du temps réglementaire, avant de démarrer les prolongations? Il fallait à tout prix marquer pour se qualifier. Il fallait 3 buts. Mais bon, contre les Italiens, qui étaient toujours d'équipe défensive, qui prenaient jamais très peu de buts. Je crois que c'est le premier club italien qui a pris 6 buts sur un match. Non, je pense que c'est de nous-mêmes. C'est une équipe motivée. Je pense qu'actuellement, on est une équipe qui était motivée, et nous, on était motivés jusque la Coupe d'Europe, parce qu'après, ça était tout à fait différent. Ouais. Malheureusement, après cet exploit, vous faites éliminer de la Coupe UEFA. Mais c'est vrai que ça reste un souvenir, j'imagine, un de vos souvenirs mémorables en tant que joueur de Racing. C'était le meilleur moment dans tous les domaines. J'imagine aussi que vous avez d'autres moments, et vous en parliez notamment, vous avez joué avec Daniel Leclerc, qui est une légende au Racing Club de Lens, avec Didier Six également, il me semble. Il y a notre ami Mathieu qui nous a envoyé une photo justement de vous entre nous à Culture 100 heures, une photo de vous avec Daniel Leclerc et Didier Six. C'était quel type de joueur, quelle relation vous aviez avec eux? Racontez-nous un petit peu. Les relations avec Daniel Leclerc étaient extraordinaires. Daniel Leclerc, je l'ai connu à Valenciennes. J'étais au bataillon Joinville avec lui. J'étais en équipe de France militaire avec lui. J'étais en équipe de France Espoir avec lui. Et j'ai joué au Racing Club de Lens avec lui. Donc, Daniel Leclerc, c'est une demi-heure avant, il était là. Une demi-heure après, il partait après les autres. On était tous les jours ensemble, on allait boire un petit coup ensemble. On allait à la pêche ensemble. Non, c'est quelqu'un... Et je peux vous dire, le dernier match que j'étais à Lens, c'était à l'hommage de Daniel Leclerc. Depuis, je n'ai pas retourné au stade. Ah, c'est beau. Vous avez gardé des contacts avec lui, j'imagine, même après votre carrière avec Daniel? Tout le temps. Avant son décès, je l'avais vu 15 jours avant à Los Angeles. Il y avait un match les vétérans de Lens contre les vétérans de Douai. Comme lui, il avait travaillé un petit peu avec Douai, dont on avait donné le coup d'envoi tous les deux. Quand il a été entraîneur du Racing Club de Lens, qu'il a ramené le Racing au titre de champion de France en 98, vous reconnaissiez le joueur dans l'entraîneur? Ouais, c'est un passionné, Daniel. Il ne fallait pas croire, c'est pas un garçon qui allait tacler, qui allait décoller la tête, mais c'est un garçon qui était toujours aux entraînements, qui voulait toujours gagner. Ah non, c'est un garçon qui avait toujours envie. Faut dire. Il manquait rarement un match, rarement blessé, Daniel. C'est quelqu'un motivé, très dur, attention, très dur. Oui, justement, j'allais vous dire, on a l'écho de peut-être l'image d'un homme peut-être un peu renfermé, et surtout un homme très dur, notamment quand il était entraîneur. Vous confirmez que c'était quelqu'un de facile? Non, même comme joueur. Vous savez, si on est des jeux à l'entraînement, si vous perdez un match ou un ballon, il ramenait sa fraise sans arrêt, il n'arrêtait pas. Bon, avec moi, ça se passait bien. Parce que moi, je participais beaucoup sur le côté, lui pouvait te mettre en évidence en me filant les ballons. Des ballons de 30 mètres qui arrivaient sur le pied, il n'avait plus qu'à centrer. Alors, des fois, j'étais moins performant parce que j'étais moins dans le coup. Et il râlait, tu participes. Bon, je dis, Daniel, des fois, j'y allais 20 fois. Des fois, j'ai un peu moins. Donc, il râlait. Il était comme ça. J'ai même vu se retourner un jour un garçon qui perdait un ballon 2 et faire un geste à son ski pour faire un changement. C'est Daniel. Quelle vision vous gardez aujourd'hui du Racing Club de Lens? J'imagine que vous avez quand même continué à suivre le club au fur et à mesure, même quand vous avez terminé votre carrière. Est-ce que le Racing Club de Lens fait partie des clubs qui vous ont marqué? Moi, c'est le club qui m'a marqué. Ouais.
Et de loin. Non, non, c'est déjà avec le public. Quand on jouait toujours devant 35 000, 40 000 spectateurs, c'est quand même quelque chose. Je crois que même quand on a fait en deuxième division, le stade était plein. Donc, aucun club où les stades sont pleins comme ça. Non, non. C'est le meilleur club de moi. Et vous continuez à le suivre aujourd'hui. Qu'est-ce que, par rapport à la vision que vous y aviez à l'époque, comment vous voyez aujourd'hui le Racing Club de Lens? Est-ce que vous reconnaissez toujours les valeurs dans ce club-là? Ouais, je pense qu'il y a des valeurs, les joueurs se battent. Ça, c'est important. Le public est toujours derrière. Bon, après, le changement, c'est des problèmes tactiques. Passer à 3, passer à 4. Nous, ça n'existait pas. On faisait soit le marquage individuel, ou alors, si ça n'allait pas, le joueur sortait. Il n'y avait pas de 3 à 4 ou... Non, c'était tout à fait. Il y avait moins de tactique à votre époque, c'est ça que vous dites? Oh, ouais, pas de tactique. Non, ouais. non, très peu. Très peu. On jouait aussi, à une époque, on a joué avec, comme Daniel Leclerc jouait au poste de libéro, on jouait la ligne. On jouait le hors-jeu. Parce que Daniel, c'était pas quelqu'un qui était très rapide, mais qui, techniquement, qui était toujours bien placé, qui avait une super relance. Non. Je pense que c'est là cette différence. Est-ce que, messieurs, vous avez une question, pourquoi pas, ou envie de dire quelque chose à Michel? Damien, par exemple. Alors, c'est effectivement un super témoignage que vous nous faites, Michel. Enfin, si je comprends bien, du coup, Daniel Leclerc, c'est vraiment le joueur emblématique pour vous du Racing. C'est la personne qui vous a le plus marqué dans ce club, comme il l'a pu ici, je pense, tous nous marquer en tant qu'entraîneur. Ah oui, c'est la personne avec qui on était souvent, avec qui on discutait, avec qui on travaillait. C'était quelqu'un formidable. Et c'est un passionné. À une époque, j'habitais au Chilémine et lui habitait Billy-Berclos au Beauvin. On faisait des matchs, lui entraînait l'équipe de Beauvin, moi au Chilémine. On met des matchs l'après-midi, le soir, le mercredi, on faisait des matchs entre Beauvin ou Chilémine. Lui, il jouait avec Beauvin, moi je jouais avec Auchy. C'était extraordinaire. Il fallait pas que je mette quelqu'un au marquage sur Daniel parce qu'il aurait pété un câble. Hein. Ah non, c'était terrible. Hein. Ah, ça se passait bien. Non. C'est quelqu'un qui m'a... J'ai jamais eu de problème avec lui. J'ai toujours été super avec lui. Sam, est-ce que tu veux poser une question à Michel, pourquoi pas? Ouais, une question à Michel sur votre signature au club, en fait. Donc, c'était en 77. Vous savez, aujourd'hui, quand on signe à Lens, ça convoque toute une série d'images, de valeurs. Effectivement, C'est complet. là, à votre époque, c'est-à-dire quand vous signez à Lens en 77, Lens, c'est déjà un club un peu à part ou c'est pas encore vraiment le cas? Non, c'était un club à part. Moi, j'ai signé à Lens. À cette époque-là, j'avais Monaco, je sais plus, un autre, Toulouse, je sais plus. Et puis, j'ai choisi le Racing Club de Lens parce que je jouais une Coupe d'Europe. Et puis, Lens, c'était quand même autre chose, quand même. Hein. C'était un club où il y avait du public. Puis bon, moi, j'ai resté quand même pas mal d'années dans le Pas-de-Calais. Donc, pour moi, c'était la meilleure solution de signer au Racing Club de Lens. Et l'anecdote, c'est que oui, allez-y, Michel. Monaco finit champion et Lens descend en deuxième division. Exactement, oui. Je l'avais noté cette anecdote-là, oui, à l'époque où vous avez choisi Racing. Ouais. Thomas, est-ce que tu veux poser une question à Michel? Ouais, alors j'ai vu que vous avez mis 8 buts en une saison. Ouais. C'est des stats que certains attaquants aimeraient bien avoir. C'est vrai. Déjà, vous deviez être bien porté vers l'avant. Et juste là, si pour les 9 derniers matchs, vous étiez dans le vestiaire avec Francaise, si vous aviez un conseil à donner à notre équipe cette année pour cette fin de saison, aller chercher les objectifs par rapport à votre expérience au club, qu'est-ce que vous leur diriez? Bon, je crois que j'ai pas de conseils à donner. Je crois d'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont à faire. Je vais dire à ce niveau-là. Je pense que quand on les voit jouer actuellement, même que les matchs où c'était moins bon, c'est une équipe qui a du caractère, qui a envie. Ça se déplace bien, ça défend bien. Là, on n'a pas trop parlé, mais un garçon comme Grady, c'est un super joueur qui est toujours régulier. On en parle beaucoup dans Culture Senior, Michel. Vous avez raison. C'est vraiment un super joueur. Et là, il a été encore très bon. Après, un super gardien. Bon, je pense que moi, il n'y a rien qui peut leur arriver actuellement. Je pense que Strasbourg, j'ai peur un peu à Strasbourg parce qu'il y a besoin de points. Pareil, ça va être facile.
Bon, avant Paris, il y a Strasbourg quand même. Vous faites bien parce que ça fait une belle transition, Michel, puisqu'on va justement parler de ce match face à Strasbourg. C'est la prochaine rencontre qu'attend les Lensois. Ce sera dès vendredi au Stade Bollaert à 21h. Des Strasbourgeois, un petit peu la bête noire du Racing, en tout cas au Stade Bollaert depuis le retour en Ligue 1, puisque 2 défaites et puis une seule victoire en 5 matchs face aux Strasbourgeois. Strasbourg qui est quand même en difficulté, on le dit cette saison, 15e de Ligue 1, qui flirte avec la relégation malgré un effectif qui n'est pas le plus mauvais, qui est plutôt intéressant encore une fois cette saison. On a vu l'arrivée de Frédéric Antonetti qui a remplacé Julien Stéphan en cours de saison. Des Strasbourgeois qui sont capables de faire des bons matchs malgré tout. On l'a vu à Marseille, on l'a vu face à Monaco ce week-end, même si finalement ils craquent. Voilà, ce match face à Strasbourg, la bête noire, mais si Lens veut poursuivre sa quête, Damien, il faut qu'il brise le signe indien, il faut qu'il batte Strasbourg à voir. Oui, obligatoire, Valentin. Ça, il n'y a pas, faut gagner. Il faut poursuivre cette série. Alors Strasbourg, ça ne sera pas évident. Au-delà de leur classement, je trouve que c'est une équipe qui en manque de réussite. Enfin, ça se voit à Monaco encore ce week-end. Et si sur un match ils ont cette réussite, c'est clairement une équipe qui n'est pas à sa place. Donc non, il y a d'excellents joueurs. On a Kevin Gamero, il y a Aoulou. Il y a Diallo qui met quelques buts depuis quelques matchs, qui les enfile un petit peu. Donc non, équipe dont il faut se méfier. Aussi. Jean-Ric Bellegarde qu'on apprécie énormément en tant qu'ancien Lensois, mais non, ça va être un gros match. Le défi physique va être très important, on le sait. On l'a vu au match aller et au Racing d'être sérieux. Vous croyez, Michel, que le Racing Club de Lens, oui, tu as raison de préciser, Damien. Vous avez connu, vous, des clubs comme ça, même s'ils étaient moins bien que vous sur une saison, vous n'arriviez jamais à les battre, un petit peu comme Strasbourg face à Lens au Stade Bollaert. Ça arrivait comme ça, les chats noirs, un petit peu à votre époque? Ouais, bon, dans ces coins, dans l'Est, Metz, Nancy, Strasbourg, souvent, on gagnait. Par contre, quand on est à Nantes, alors là, c'était toujours une catastrophe. Rarement gagné à Nantes. Il y a des clubs comme ça, même sur une saison où vous êtes bien mieux qu'eux, et voilà, c'est compliqué. Tu vois Sam Lens capable de battre enfin ces Strasbourgeois à Bollaert après deux saisons où on s'est fait battre 1-0. Oui, enfin, disons que je pense que les Lensois en sont capables. Il y a effectivement Strasbourg est capable aussi sur certains matchs de produire des belles performances à l'extérieur. De marquer des buts aussi. Ouais, voilà, ils en marquent, mais ils en encaissent quasiment systématiquement et quasiment systématiquement au moins 2. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Ça veut dire que très concrètement, si défensivement Lens tient un choc, voilà, il y a quand même de bonnes chances que ça finisse par craquer en face. Bon, et après, moi, je suis un petit peu dans la, comment dire, je crois beaucoup dans l'énergie, dans les cycles. Et là, Lens est dans un cycle très favorable. J'ai tendance à penser que ce cycle va durer encore un petit peu. Donc, j'ai tendance à imaginer une victoire contre Strasbourg. Ouais. On se souvient du match aller, Thomas, où pareil, le Racing avait bien démarré. On s'était dit, ça y est, le Racing Club de Lens va enfin s'imposer plus régulièrement face à Strasbourg. Et puis il y avait eu bon, alors c'était le début du creux de la vague aussi des Lensois, mais il y avait eu ce problème d'arbitrage et puis ces 2 buts encaissés très vite. Tu vois un match un peu similaire, toi, face à Strasbourg à Bollaert? Ouais, encore une fois, ça va être compliqué. L'équipe va être bien regroupée, va être regroupée derrière. À nous d'être encore une fois patients, comme je l'avais dit avant Angers. Et je pense que tout ira bien. On va forcément marquer et à nous d'être efficaces derrière et de continuer sur notre lancée. J'ai envie de rêver d'une fin de saison à la Bordeaux en 2008-2009 où ils sont à 11 victoires pour finir la saison. Nous, on peut monter à 12 si on gagne tout. Donc, et ça nous permettra de rêver beaucoup plus haut. On a une défense solide. C'est vrai qu'un 4e clean sheet de suite, ça ferait plaisir également face à ces Strasbourgeois au Stade Bollaert. Il reste 9 matchs aux Lensois. Michel, est-ce que vous sentez Lens capable vraiment de tout surmonter là sur ces derniers matchs, sur ces 9 derniers matchs? Est-ce que Lens est vraiment capable de tout surmonter et de ne pas plus avoir de creux? Non, je pense qu'ils sont capables. Quand on voit actuellement la manière dont ils jouent, un problème de cycle, ça, moi j'y crois aussi. Je pense qu'actuellement, il y a un peu de réussite aussi.
Je pense qu'à une époque, quand on va à 3, on n'a pas de réussite, on a beaucoup d'occasions, on marque pas. Là, je pense qu'on a 3 ou 4 occasions, on marque un but. Je crois que c'est bien. Bon, je pense que c'est vrai, quand on Strasbourg, il faudra se méfier. Mais on prendra pas 3 buts comme a pris Monaco. Quand je regarde la défense de Monaco, défense de Lens, il n'y a pas photo. Ouais, on est d'accord. De toute façon, Lens, 21 buts encaissés. Ouais. Lens est 6e meilleure défense des 5 plus grands championnats européens. Hein, donc, c'est quand même une stat colossale, ça aussi, de la part des hommes de Franck Hez. C'est vrai que la dynamique est belle. Hein. Et puis Damien, le retour des blessés, voilà, la réussite qui revient. On a l'impression que vraiment, on est reparti de plus belle et que plus rien ne peut arriver au Racing Club de Lens. Il faut quand même réussir à garder la tête froide dans ces moments-là, pas trop s'emballer et réussir à faire le job comme il faut. Alors moi j'ai même envie de poser une question, Valentin, c'est à contrario des autres saisons, est-ce que ce Racing n'a pas été programmé pour le sprint final justement qu'il a manqué à 2 reprises? Moi j'ai envie de dire que oui, quand on voit notre creux de vague, notre creux physique pendant la période janvier-février, que là à partir du mois de mars où il faut glaner les points, c'est un tournant dans une saison, le mois de mars. Là, j'ai envie de croire que le Racing peut terminer en boulet de canon. Et pourquoi pas faire rêver notre bon Thomas sur un 12/12. J'ai envie d'y croire, mais effectivement, là... Ouais. C'est vrai que comme tu disais, l'année dernière, le Racing s'est peut-être réveillé un peu tard. Il se réveillait au mois d'avril, il me semble, face à Nice, au Stade Bollaert. C'était peut-être un petit peu trop tard, même si, encore une fois, la fin de saison était pas si mauvaise non plus. La saison dernière, on finit pas mal en boulet de canon. Je crois que c'est 8 matchs sans défaite la saison dernière, il me semble. 5 victoires, 3 nuls. Donc, ils avaient terminé fort. Ouais. Je pense qu'effectivement, déjà, s'ils pouvaient rééditer cette fin de saison, ça serait extraordinaire. Mais moi j'ai tendance à penser comme Damien ou comme Thomas, c'est-à-dire que je sens qu'il y a peut-être moyen de faire encore un peu mieux. Donc voilà, étape après étape. Voilà, c'est Michel parlait du match contre Paris. Pour que le match de Paris ait vraiment un sens, il faut battre Strasbourg. Et il peut avoir un sens très important. Il faut battre Strasbourg. Et après, advienne que pourra. Ouais. Est-ce que vous croyez, Thomas, est-ce que tu crois capable, Francaise, de remettre une fois de plus Florian Sotoka piston droit, ou on va peut-être retrouver un Machado qui aura eu le temps de se remettre de son déplacement en Colombie et qui retrouvera son couloir gauche et un Frankowski à droite? Il était tellement capable de tout et de coups de génie que oui. Et en même temps, j'ai envie de te dire non aussi parce que tu sais jamais quel piston il met en fait. On sait que Frankowski peut à la gauche, l'inverse, Aïdara a dépanné aussi. Il peut mettre Machado, il peut mettre Sotoka. Alors, Sotoka sera dans le 11, puisque j'ai l'impression que c'est le premier qui met sur le terrain. Peu importe où, ouais. Peu importe où. C'est sûr qu'après, avec Fujini et Thomasson, ça fait un peu moins de place pour Sotoka en attaque au soutien d'Openda. Donc, est-ce que c'est par défaut qu'il le met piston? Seul lui le sait, mais voilà, il sera sur le terrain, à droite ou à gauche, il fera le taf et il nous remettra une 9e passe décisive sur ce match-là. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir trouvé son équipe type de deuxième partie de saison, en tout cas Francaise, pour finir sur cette projection du match face à Strasbourg. Sam, c'est vrai que on a l'impression que Fulgini, Thomasson, ça y est, ont gagné leur place, sont presque indéboulonnables dans ce 11 lensois, au détriment d'un Pereira da Costa peut-être qui a raté le coche lui cette saison. Sa blessure n'a peut-être pas aidé, c'est sûr, mais en tout cas on a l'impression que là le 11 est quasiment figé. C'est vrai. Pour le coup, ils ont été très performants très vite. David Pereira-Lacosta était peut-être un peu plus irrégulier. Il y a eu cette blessure à l'épaule. Et je pense aussi également une fragilité dans la foulée de cette blessure. Par contre, ce qui est très favorable, c'est le retour d'Alexis Claude Maurice et de Wesley Saïd justement pour les postes offensifs. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu les fais rentrer à la 60e ou 70e, tu perds pas en qualité. Et sauf que ce sont des joueurs frais qui rentrent. Donc voilà, tout ça, ça va un peu dans le sens qu'on a décrit, à savoir la possibilité de terminer fort. Et là, bon, effectivement, je suis dans le sens de Thomas. Sincèrement, aujourd'hui, bien malin qui pourrait annoncer la composition exacte du Racing Club de Lens avec Sotoka, soit piston, soit devant. Donc c'est bien, ça crée de l'incertitude pour l'adversaire, une difficulté pour se préparer, et c'est tant mieux pour Lens.
Ouais. En espérant que Strasbourg joue le jeu aussi, hein, et on verra ça vendredi face au Racing Club de Lens, 21h au stade Bollaert. Pour terminer l'émission, je vais vous proposer, messieurs, de pronostiquer ce match, de nous donner votre prono de comment vous sentez ce match Lens-Strasbourg. Je garde Michel pour la fin, évidemment, et je commence avec Damien d'Hervé Duven. Allez, 2-0 pour le Racing Club de Lens. Sam Duhamel. 2-1 pour Lens. Thomas. 2-0 également, comme Damien. Et on termine avec le pronostic de Michel Joly pour Culture sans Yor. 2-0 aussi. 2-0, un clean sheet, une victoire, rien de plus beau, on prend et ça continuerait la dynamique évidemment. Du côté du RC Lens, 9 matchs qu'il reste aux hommes de Francaise, 9 finales passionnantes que l'on va suivre tous ensemble dans Culture sans rire évidemment toutes les semaines. Merci beaucoup messieurs, merci Samuel, merci Damien, merci Thomas Fauvergue et merci Michel Joly, ancien défenseur du Racing Club de Lens, de nous avoir fait l'honneur d'être ce soir dans Culture sans heure. C'était un vrai plaisir de vous recevoir Michel. Merci, moi aussi ça m'a fait un plaisir, un grand plaisir, surtout de parler un petit peu de football. Ça fait du bien de parler de football. Ça fait du bien, ouais. Vous retrouvez l'émission en podcast, hein, évidemment, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur toutes nos plateformes. Et puis, Culture sans Rire, c'est également un site internet, culturesansrire.com. Et puis, c'est également une émission tous les lundis soirs en direct. Lundi prochain, on sera de retour dans Culture sans Rire. Je remercie également Robin qui était ce soir à la technique. Merci Robin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir en live. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat de l'émission. On vous souhaite une belle soirée et à très vite et allez Lens. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée.